Alors, passons maintenant au modèle local de contact. SIM mécanique est l'outil utilisé dans le modèle, dans la modélisation mécanique, est incapable de gérer le contact de deux solides à partir d'une situation de non-contact. La solution que nous avons trouvée était une bibliothèque 2D publiée par MathWorks sur open source qui calcule le contact selon un modèle ressort amortisseur de Kelvin-Voigt. K où K est une rigidité élastique, D est une composante dissipative ou composante d'amortissement, et delta est la pénétration de la sphère dans un plan. Le problème avec ce modèle, c'est qu'on ne savait pas ce que c'était les K et les D, ou quoi mettre comme valeur en K et D. Alors, ce que nous avons proposé, c'était une amélioration de cette bibliothèque en remplaçant en fait le modèle de Kelvin-Voigt par un modèle de Lankaranine-Nekravesh qui, lui, par contre, se base sur la théorie de contact de Hertz et qui permet d'implémenter ou de prendre en compte les propriétés matériaux, comme par exemple le module de Young et le coefficient de Poisson, et qui peut aussi prendre en compte la géométrie du problème mis en jeu. Passons au modèle local des UR. Beaucoup de tests et de tests d'endurance ont montré clairement que l'usure est un phénomène non négligeable. En effet, les têtes des soupapes sont soumises à des contraintes mécaniques, hydrauliques, thermiques, d'une façon cyclique et répétée. Alors, nous avons modélisé les usures selon la JIWM, c'est la General Implemented Wear Model, ou l'algorithme global incrémental d'usure, qui se base sur la théorie d'usure de Archer, où le volume de la matière enlevée se calcule en fonction de la distance de glissement, de la force normale et des propriétés matériaux. Alors, nous avons appliqué la JWM sur 3 directions, qui sont les 3 directions principales d'un profil de montée. 3 étant l'usure sur la montée, 2 étant l'usure sur les plongées et 1 étant l'usure sur le plateau. Ce que vous voyez ici, c'est une première simulation des 10 premiers cycles d'usure. Le modèle, voilà, il reste une évaluation expérimentale, on va dire, reste envisagée pour ce modèle. Alors, une fois simulé, le modèle hémétophysique propose plusieurs sorties. Celles qui nous intéressent sont le couple résistant, les levées des soupapes, les chutes de pression et le débit par branche et le débit total qui passe par l'afterval. Ce qu'on peut remarquer ici rapidement, c'est qu'on a 3 phases qui correspondent bien à 3 levées différentes. On remarque aussi qu'il y a des pics sur les couples qui s'expliquent par un effort hydraulique important à l'ouverture. En fait, à l'ouverture, c'est à l'ouverture que l'effort hydraulique prend sa valeur maximale, ce qui fait que sa contribution dans le couple résistant est aussi maximale. Alors, afin de mieux comprendre le modèle, afin de mieux comprendre les échanges de physique entre les sous-modèles du modèle physique, et afin aussi de repérer les grandeurs qui influent fortement la conception de l'acte vague, nous avons proposé de faire des études de sensibilité. Alors, pour faire des études de sensibilité, il y a plusieurs approches et plusieurs méthodes. La plus simple et la plus commune pour étudier la sensibilité des entrées est de les faire varier une par une, one at a time, tout en regardant la sortie en arrière et tout en gardant les autres entrées à une valeur nominale dite de référence. Alors, ce que nous appelons ici une configuration de référence, c'est un ensemble de paramètres qui, une fois simulés, nous donnent un résultat de référence. C'est sur cette base de référence qu'on va changer à chaque fois un seul paramètre pour voir la sensibilité du couple, de la levée, des chutes de pression et du débit vis-à-vis la variation de ce paramètre. Alors, un premier exemple sur les études de sensibilité, c'est l'étude de sensibilité de la variation du coefficient de frottement de la tête de la soupape avec la cam, à plus ou moins delta F de sa valeur de référence. On peut voir ici qu'on a un effet visible que sur le couple résistant.
les autres sorties restent sur leur valeur de référence. Par contre, si on fait varier l'angle de montée du profil de la cave unitaire à plus ou moins delta alpha de sa valeur de référence, on a un effet visible sur toutes les sorties, sur la levée, sur les chiffres de pression et au niveau aussi du débit. Troisième exemple, la variation du régime moteur à plus ou moins 1000 tours par minute par rapport à sa valeur de référence a un effet visible sur le couple résistant, les chutes de pression et au niveau aussi du débit. Par contre, la levée des soupapes n'est pas affectée par la variation de ce paramètre. Alors, afin de mieux comprendre le modèle multiphysique, pour avoir en fait, les études de sensibilité ont permis une meilleure compréhension des flux d'énergie et des flux physiques du modèle multiphysique. Et ils ont permis aussi de reconnaître et d'identifier les paramètres qui influent fortement le couple résistant. Alors, petite conclusion sur la première partie. Nous avons développé un modèle numérique multiphysique et capable de devenir la base d'un outil de prédimensionnement où tous les métiers développant l'acteval peuvent se rencontrer. Nous avons aussi apporté une amélioration de la bibliothèque 2D avec le remplacement d'un modèle simple par un modèle plus proche de la physique qui tient compte des propriétés matériaux et de la géométrie du contact mis en jeu. Nous avons aussi développé un outil de prédiction d'usure qui est adapté aux problématiques CAM suivantes en général, qui peut être réutilisable pour des autres applications avec des autres matériaux. Passons maintenant à la validation expérimentale du modèle. Les études de sensibilité ont permis de reconnaître les paramètres géométriques qui influent fortement le couple résistant. C'est ces paramètres qu'on souhaite après injecter dans une phase d'expérimentation. Une phase d'expérimentation dont le protocole expérimental stipule que les simulations numériques sont suffisamment fines, entre parenthèses précises, pour nous aider à choisir ou à chercher une configuration optimale. Et dont le résultat attendu stipule que si l'écart entre les simulations numériques et les résultats expérimentaux est inférieur à un certain critère de validation, le modèle peut donc être utilisé dans un processus d'optimisation. Alors, le modèle cinématique retenu pour le bon est un modèle parfait sans jeu. Nous avons ainsi éliminé cette liaison rotule responsable du jeu. Les forces hydrauliques et les forces de compression de ressort sont considérées comme constantes. Elles sont représentées ou émulées par des maslots ou des poids calibrés. Le dimensionnement du bon a été effectué à travers ou à l'aide d'un logiciel de calcul en éléments finis, pendant lequel nous avons vérifié que les contraintes maximales et les déplacements maximaux ne dépassent pas un certain critère de dimensionnement pour un cas de chargement maximal, bien sûr avec la prise des coefficients des mesures de sécurité. Alors, une fois nous avons validé le dimensionnement du bon, nous avons passé à l'étape suivante qui était la fabrication. Alors, la fabrication a été réalisée par sous-traitance et le bon est composé de quelques équipements électriques tels un servomoteur électrique, un couple-mètre sans contact et un capteur de distance à triangulation laser qu'on peut voir ici. Des équipements mécaniques aussi, comme des maslots, les soupapes et la cam à 5 pistes ou la cam test. Passons à la cam 5 pistes. En fait, c'est l'élément le plus important de notre bon expérimental. Elle était conçue d'une manière à réduire les opérations de changement de cam qui devraient se faire au début de chaque mesure, avec une piste spécifique pour chaque mesure. Prenons par exemple la première piste qui est conçue pour identifier le coefficient de frottement entre la tête de la soupape et la cam. C'est ce coefficient même qu'on va injecter par suite dans le modèle numérique. La troisième piste, par exemple, permet d'évaluer le couple résistant pour des grandes variations des angles de montée et des congés.
Elle contient ainsi 3 angles de montée, bêta 1, bêta 2, bêta 3, et 3 congés différents, R1, R2 et R3 qu'on peut voir ici. Alors, en plus de cette configuration géométrique, ces configurations géométriques, on a la combinaison des sens de rotation horaire et anti-horaire de la cam qui permet d'évaluer davantage de configurations. Alors, on vous montre ici la cam à 5 pistes en 2 exemplaires, en acier inoxydable et en laiton, pour tester 2 coefficients de frottement différents. Alors, ici, on vous montre le fonctionnement du banc à travers une petite vidéo qui illustre le fonctionnement du banc expérimental. En fait, la rotation de la cam se transforme en translation de tout ce bloc, soupape, porte-soupape et mastoc. La translation de ce bloc est mesurée à travers un capteur de distance qu'on peut voir ici, et le couple exercé sur la cam est mesuré par un couple mètre qu'on peut voir en rouge ici. Les données sont acheminées par suite à une carte d'acquisition et de commande qui commande aussi le servomoteur à travers son variateur avec un autre module de commande ici. Alors, la commande, l'acquisition, le traitement et l'affichage des données a été automatisé par un script sur MATLAB. Alors, ici, on vous montre les résultats de la deuxième piste pour un cas de chargement d'une seule maslot, avec un signal avant et après filtrage. En effet, nous avons utilisé un filtre numérique appelé filtre médian afin de réduire les bruits sur nos mesures. Alors, on remarque ici qu'il y a 4 parties. Sur la montée, on remarque que sur la montée, le couple reste constant à 100% ici sur sa valeur maximale. Ça correspond pratiquement à l'ouverture de la soupape. Après, la soupape passe sur le plateau, ce qui correspond pratiquement à une soupape complètement ouverte. Le couple passe à 25%. Et on remarque sur la descente, ce qui correspond à la fermeture de la soupape, le couple devient négatif. En fait, c'est sur cette phase, sur les descentes, c'est le chargement qui fournit l'énergie nécessaire pour mettre en rotation, pour entraîner en rotation la cam. Le rôle donc du servomoteur est de freiner tout l'ensemble. Restons toujours sur la deuxième piste, mais maintenant pour un cas de chargement de 8 maslots. En effet, on remarque que le couple est bien proportionnel au chargement. Et on remarque aussi qu'il y a quelques décalages horizontaux au niveau de la levée qui sont dus aux accouplements élastiques. En effet, pour transmettre le mouvement de rotation à la cam, nous avons utilisé des accouplements élastiques, nomenclature 5 et 6 dans les annexes. Ces accouplements présentent une certaine flexibilité radiale qui est accouplée au jeu global dans le banc et qui est accouplée aussi à la torsion du couplemètre, ce qui fait qu'on a un léger retard au niveau de la levée ici. Nous avons aussi remarqué des fluctuations au niveau des montées et des descentes sur le couple. En effet, en se basant sur des constatations expérimentales, nous avons remarqué que l'état de surface, il y a des ondulations sur la surface de la piste, en fait des stries résiduelles d'usinage, qui sont à l'origine de ces fluctuations, qui est un phénomène accentué avec l'augmentation du chargement. Alors, afin d'éliminer l'implication du chargement, nous nous sommes limités à un cas de chargement de 2 maslots. Alors, ici on vous montre les résultats expérimentaux sur la troisième piste. En fait, nous avons choisi, la troisième piste a été sélectionnée pour faire la comparaison numérique expérimentale, parce qu'elle présente plusieurs paramètres nécessaires à cette comparaison, notamment 3 angles de montée différents et 3 congés différents, R1, R2 et R3. Alors, en comparant les résultats, en superposant les courbes pour un seul cas de chargement, on peut voir clairement l'effet des angles de montée sur le couple
sur le couple résistant.